Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Merci, un grand merci pour votre fidélité. Un grand merci aussi parce que cette émission est enregistrée grâce à votre soutien. N'hésitez pas à nous soutenir pour que nous développions nos émissions. Pour ce faire, rendez-vous sur notre page d'accueil de notre site storiavoce.com. La rubrique Soutenez Storia Voce, contre un don, vous pouvez recevoir un livre de différents formats, format poche, format tout simplement normaux et format de luxe selon bien évidemment votre soutien. Grâce à nos éditions, à nos partenaires, les éditions Perrin, les éditions Talendier et les éditions Fayard, vous recevrez donc un livre contre votre soutien. Merci d'avance. Gaël Nofri, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu au micro de Storia Voce. Vous êtes historien, vous avez travaillé sur Napoléon III, visionnaire de l'Europe des nations, et vous avez publié aux éditions du Cerf un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié, une histoire des révolutions en France. L'introduction et à la fois la conclusion définissent ce que sont les révolutions en essayant de voir quelles en sont les constantes, comme une théorie de la révolution. Et entre bien évidemment votre introduction et votre conclusion, vous avez toutes ces révolutions qui émaillent notre histoire de France, ce que nous allons voir en une vingtaine de minutes, nos révolutions françaises. Et la première révolution française, c'est celle au milieu du XIVe siècle, avec un personnage qui est en statue, je crois, en face de la mairie de Paris. Il s'agit d'Étienne, ou près de la mairie de Paris. Il s'agit d'Étienne Marcel. Qui était Étienne Marcel ? Étienne Marcel est un riche commerçant parisien, issu d'une famille de commerçants établis, et qui va réussir à devenir prévôt des marchands, c'est-à-dire maire de Paris à l'époque. Étienne Marcel va jouer un rôle fondamental au XIVe siècle, au moment de la guerre de Cent Ans, au lendemain notamment de la bataille de Poitiers. Pourquoi est-ce qu'Étienne Marcel va jouer ce rôle fondamental ? C'est que le roi, de la bataille de Poitiers, le roi Jean étant prisonnier jusqu'à Londres, puisqu'il va être prisonnier d'abord en France et puis à Londres. Jean de Lebon. Oui, Jean de Lebon, excusez-moi, oui, le roi Jean de Lebon étant prisonnier d'abord en France et puis à Londres, suite à cette bataille, le pouvoir va se trouver en difficulté. Et face à cela, les velléités de réforme de l'institution royale, dans le cadre d'un État qui désormais est largement défini par les Valois, vont se transformer progressivement en revendications violentes et puis en révolution. On parle d'états généraux à l'époque ? Oui, on parle d'états généraux. Alors ce sont des états généraux de langue d'oïl, puisque la France a des états généraux de langue d'oïl et de langue-d'oc à l'époque, mais effectivement, il y a des états généraux. Étienne Marcel, en tant que représentant des villes et de la ville de Paris, qui évidemment joue un rôle moteur là-dedans, il va le jouer de plus en plus à cette occasion, va prendre la tête d'une partie des réformateurs au départ, et qui vont se transformer ensuite en véritable parti révolutionnaire. Il faut rappeler que l'on est en plus à une époque où le roi est prisonnier, le dauphin est un enfant, et la monarchie est peu établie. C'est à savoir que la dynastie des Valois est contestée, elle est contestée par les Anglais d'abord, évidemment, c'est la guerre de Cent Ans, mais elle est aussi contestée par le roi de Navarre. Est-ce qu'on peut... nos amis médiévistes vont peut-être se voir hérisser le poil, mais est-ce qu'on peut parler de révolution à cette époque ? Est-ce qu'on peut lire les événements du milieu du XIVe siècle à travers une grille que l'on perçoit plutôt comme étant celle du XIXe ? Si l'on veut plaquer 1789 sur l'épisode d'Étienne Marcel, effectivement, on commet un contresens sublime. Mais
si on parle de révolution, non pas en pensant que la seule révolution de l'histoire de France, c'est 1789, mais comme un système, comme un moment politique, un moment historique, défini par un certain nombre de critères. Alors oui, le passage d'Étienne Marcel, avec cette volonté d'ordonnance réformatrice en profondeur de l'organisation du pays, cette volonté de faire encadrer le souverain, mais aussi cette violence qui va s'exprimer, cette dictature d'Étienne Marcel qui va s'exercer sur la capitale à travers des bandes armées qui seront à la solde du prévôt des marchands, aussi cette volonté de trouver parmi les prétendants au trône un allié peut-être. Alors on va lui reprocher une alliance avec les Anglais qu'il n'y aura jamais en réalité, mais on pourrait citer l'alliance avec le roi de Navarre, Charles le Mauvais, qui là par contre est bien réel et témoigne de cette quête à tâtons entre réforme, révolution en maintenant le roi, mais d'une monarchie encadrée, et puis substitution dynastique. Parce que on sent bien, même si les choses ne sont jamais dites ainsi, que cette porte est toujours ouverte, d'autant plus encore une fois que le roi est en détention à Londres. Alors, il y a un épisode où là, pour le coup, le roi est en France, où on voit Étienne Marcel qui coiffe le roi du bleu et du rouge. Le dauphin. Le dauphin, pardon. Il coiffe le dauphin du bleu et du rouge au cours d'une scène absolument réaliste, d'une violence inouïe, où Étienne Marcel tue 2 maréchaux. Oui, alors effectivement, les révolutionnaires parisiens vont faire irruption dans la chambre du dauphin. Qui est entouré de 2 maréchaux, dont celui de Champagne, et vont les tuer sous les yeux du dauphin et coiffer le dauphin du chapeau bleu et rouge qui était, aux couleurs de la ville de Paris, qui était alors le signe de reconnaissance des partisans d'Étienne Marcel. Déjà, on a cette symbolique de la ville de Paris que l'on va égrener dans plusieurs villes de France et qui va s'imposer comme le symbole de la Révolution, du parti de la Révolution. Et on ne peut pas ne pas penser au roi Louis XVI coiffant le bonnet phrygien, comme quoi, même si encore une fois toute transposition d'une grille du XVIIIe ou du XIXe siècle serait évidemment fausse, on voit quand même que des gestes se répètent et que les choses n'ont pas forcément, et que cela témoigne parfois d'un sens profond. Nous sommes au milieu du XIVe siècle, Philippe le Bel est passé par là avec ses légistes, c'est le début la fin du XIIIe siècle voit se développer cet État qui ne cessera donc de se développer au fur et à mesure des siècles. Est-ce que Étienne Marcel n'est pas au fond une réaction au développement de ce nouvel État? Alors c'est une réaction, en tout cas, effectivement, à certains choix qui sont faits. Mais Étienne Marcel, ce n'est pas contre l'État qui se dresse. On pourrait même dire au contraire. Il appartient à une bourgeoisie urbanisée qui voit plutôt dans cet affermissement de l'État des signes positifs. Et au départ, d'ailleurs, Étienne Marcel est tout à fait, d'abord, partisan de Jean II le Bon, et puis il n'est pas hostile au dauphin, à condition qu'il y ait des réformes. Parce que cette bourgeoisie parisienne qu'il représente au départ, avant de faire véritablement alliance avec les mouvements plus populaires, parce qu'il a bien compris que pour faire une révolution, il lui faut des bras. Mais quelle est l'aspiration d'Étienne Marcel? C'est plutôt un État plus contrôlé, un État dans lequel l'efficacité prime. Or, le sentiment est alors que la noblesse, déjà d'ailleurs, que la noblesse a des droits indus, que l'entourage des rois ne fait pas les choses comme il faudrait. On est en période de guerre continuelle, avec ce que ça peut représenter de ruines pour les territoires, ce que ça peut représenter
d'imposition supplémentaire pour les territoires. Et face à tout cela, c'est véritablement la question des choix politiques qui sont faits et qu'Étienne Marcel va faire. C'est le fait qu'il n'y ait pas de capacité de réforme, que les ordonnances arrêtées ne soient pas appliquées, que la dévaluation de la monnaie soit perpétuelle, que la couronne joue en permanence avec le cours de la monnaie qui crée une instabilité notamment pour cette bourgeoisie commerçante, qui va pousser Étienne Marcel à tenter de jouer sa carte, d'agréger à lui les milieux populaires, urbains, et arriver à ce climat de révolutionnaire. Alors je ferme l'épisode Étienne Marcel, je passe à l'épisode Caboche et les cabochiens. Vous utilisez pour la première fois dans votre ouvrage le terme de terreur sur cet épisode qui se situe au début du XVe siècle en 1413. Oui, Étienne Marcel n'est pas loin d'avoir fait régner la terreur. J'ai parlé tout à l'heure de dictature. Il y a une dictature personnelle d'Étienne Marcel dans Paris au moment des événements, et notamment grâce à des troupes qu'Étienne Marcel entretient lui-même. Mais la véritable terreur, c'est à l'époque dite cabochienne, en hommage à Caboche, qui n'est d'ailleurs qu'un des multiples acteurs, mais peut-être l'un des plus symboliques et des plus symptomatiques de cette période. Caboche est au mieux un boucher, au pire un équarrisseur, dirait-on, qui tient une confrérie, qui est la confrérie des bouchers, des gens de viande, hein, et qui ont la possibilité un peu de faire le coup de force quand il faut, et qui vont être mobilisés dans cette période par les différents acteurs révolutionnaires. On va dire que ce ne sont pas des poètes ni des penseurs. Ce ne sont pas des poètes, ce ne sont pas des penseurs, ce ne sont pas les penseurs de la Révolution. Et effectivement, à un moment donné de cet épisode, face à un pouvoir qui n'a plus les moyens d'agir, face à un duc de Bourgogne qui lui-même se sent désemparé face à la violence populaire qui s'installe et préfère prendre ses distances, l'épisode cabochien va tourner à la terreur avec une imposition, des menaces perpétuelles dans les rues de Paris. Alors, je voudrais clôturer là l'époque médiévale. Je vais laisser l'époque moderne. Alors, je sais que vous auriez aimé parler à la fois de la Fronde, mais aussi des guerres de religion que vous estimez être une révolution. Et je souhaite, parce que c'est aussi votre spécialité, venir au 19e siècle. 1789, 1830, 1848, 1870, j'oublie 1832. N'est-ce pas ici, est-ce qu'on ne peut pas reprendre la thèse de François Furet qui voyait dans tous ces événements que vous séparez? François Furet, lui, les unissait, et un Tocqueville les unissait lui-même. Je ne sais plus à quel moment et à quelle révolution il disait « Et revoilà la révolution, car il s'agit toujours de la même ». Oui, il s'agit toujours de la même, dans le sens où on peut trouver une continuité. Mais si, dans ce cas-là, il fallait remonter, on pourrait remonter à la Fronde, dont on a dit dans des précédentes émissions qu'elle avait ouvert la voie à l'absolutisme. Parce que les choses, il y a un lien de cause à effet, si on pouvait prendre de révolution. Il faut réfléchir sur le temps long. Oui. Voilà, il faut réfléchir sur le temps long. En revanche, essayer, à mon sens, de retrouver dans 1830 les traces de 1789, ou la continuité même de 1789, est à mon avis très compliqué. Et d'ailleurs, même si on voulait chercher dans 1792 les traces de 1789, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Parce que oui, il y a un temps long dans lequel on peut placer tous ces événements, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais ce sont des événements qui quand même ont leur spécificité, parce qu'à chaque fois, c'est face à un pouvoir que se dresse la révolution. Et si vous n'analysez pas le rapport gouvernant-gouverné au soir, à la veille de la révolution, vous ne pouvez pas comprendre la révolution. Bien sûr, une part des aspirations sont les mêmes. Bien sûr, disons de 1789 à 1848, mais avec des réflexions totalement différentes, avec une société complètement différente. On ne peut pas considérer que les réflexions qui se dressent en 1848 auraient pu se dresser en
89. L'apparition notamment de la question ouvrière, de la question sociale, rend la révolution de 1848 totalement différente. Les conséquences qu'elle a dans l'Europe, le printemps des peuples qu'elle induit, on ne peut pas transposer ça à cette période. 1830 est tout à fait particulière aussi, en cela que si ça devait avoir un lien avec 1789, c'est peut-être parce que c'est la négation que 1789 a existé. Parce que 1830, effectivement, c'est face au règne des ultras, c'est face au ministère Polignac, c'est face à tout cela. Oui, on pourrait dire que 1830, mais ce n'est pas parce qu'elle est la suite, c'est parce qu'elle en refuse la négation. À lire le 19e siècle, on sent qu'il se recherche, qu'il tente, qu'il essaie, qu'il oscille entre mythe, idéalisme et réalité. Dire cela, c'est avoir une vision anachronique. Est-ce que les hommes de cette époque tentaient à chaque fois, ils se disaient, voilà la bonne formule? Il y a une quête, effectivement, à tâtons de la bonne formule, avec... Et ça, on l'oublie trop souvent, parce que, évidemment, aujourd'hui, avec notre regard rétrospectif, et aussi un parti pris certain, on oublie de dire que 1789, la période 1789-1799, a joué pendant très longtemps comme un répulsif. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte lorsqu'on pense au 19e siècle. Mais 1789 fait peur. En 1830, ça fait peur. Le souvenir de la Révolution fait peur. Pourquoi? Parce que c'est la terreur, parce que c'est la déstabilisation, parce que c'est la guerre. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs on en appelle à Louis-Philippe, plutôt que d'avoir recours à la solution républicaine qui pourtant essayait elle aussi d'émerger. Mais il y a une véritable peur des errances, du retour des errances de la Révolution. Et même en 1848, si la régence des Orléans est repoussée, après l'abdication de Louis-Philippe, l'idée d'une régence et de confier le pouvoir à son petit-fils est repoussée. En revanche, il ne faut pas nier que dans un certain nombre de réflexions qui sont faites alors, la peur de retourner aux errances de 1789 est bien présente. Ce qui explique d'ailleurs la proclamation de Lamartine aux capitales européennes. Quand Lamartine annonce que le but du nouveau gouvernement et de la République, c'est la paix universelle, c'est parce que la crainte, c'est de retomber dans la période antérieure. Et d'ailleurs, la réaction du pays ne se fait pas attendre. L'Assemblée est très timorée sur ses convictions républicaines, et en tout cas pas du tout socialiste, en 1848. Et 1870, tout l'épisode de la Commune, on a l'impression, à la lumière de ce que vous venez de dire, que c'est un peu le coup de trop. C'est-à-dire que c'est la révolution pour la révolution, c'est passer de la révolution à un système révolutionnaire qui se cherche tout le temps et qui est en mouvement perpétuel et qui est absolument incapable de produire quoi que ce soit. Ce qui, par ordre par opposition, crée la République bourgeoise et la République de la Troisième République. Oui, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que 1870 et 1871, la naissance de la République en 1870, elle est imprévisible. Elle est certaine et imprévisible. Certaine parce que l'effondrement de l'Empire ne laisse pas de choix. L'Empire était condamné à la victoire. Un empire ne peut pas perdre. L'empire de la défaite, c'est contractuellement l'empire qui disparaît. Plus d'empire, reste à savoir ce qu'on fait. Mais le pays n'est pas du tout républicain. Mais pas du tout. Oui, il y a une majorité royaliste à la Chambre. Et puis, quelques mois avant la défaite de Sedan, le peuple a renouvelé sa confiance à Napoléon III lors du plébiscite sur l'Empire libéral dans des proportions énormes. Or, qui n'a pas renouvelé sa confiance à l'empereur? C'est Paris, qui est républicain, qui est rouge. Pas républicain, rouge. Problème, c'est que le pouvoir est à Paris. Et quand le pouvoir s'effondre, l'Assemblée reste à Paris. Donc on proclame la République.
on fait la guerre. Mais lorsque le pays est consulté, que se passe-t-il inévitablement? Le pays n'est pas devenu républicain. Surtout que depuis la proclamation de la République n'a pas fait preuve de sa capacité à défendre le pays. Alors, c'est pas de sa faute. Il s'agit pas de faire un procès de la République, mais dans l'inconscient collectif, les gens ne sont pas devenus républicains, surtout qu'ils voient une accumulation de défaites. Et des hommes politiques de second rang, qui n'ont pas beaucoup de charisme, si on enlève peut-être Gambetta, et encore. Bon. Avec le pacte de Bordeaux, il est décidé d'attendre la libération du territoire national, occupé par les Prussiens en partie, enfin, les Allemands, avant de choisir le mode de gouvernement. Mais la majorité est monarchiste. Elle est doublement monarchiste, d'ailleurs. La Commune, effectivement, va, à mon avis, inscrire la République dans le paysage politique français, paradoxalement. Parce que cette Commune révolutionnaire, cette Commune qui, au nom de Paris, veut dicter à la France son histoire. Finalement, elle s'inscrit dans la tradition révolutionnaire. Nous avons fait la Révolution, nous les Parisiens. Nous avons toujours fait, nous, la Révolution et décidé pour la France de ce qu'il en était. De quel droit une assemblée va venir nous expliquer ce qu'il faut faire? Et puis, si l'assemblée est pas contente, c'est pas grave. On organise des élections par arrondissement dans Paris et ça vaudra bien une assemblée. Donc, effectivement, on va rentrer dans la Révolution pour la Révolution. Dans la Révolution qui ne veut pas finir. Et d'ailleurs, on le verra bien dans les dernières heures de la Commune, ces proclamations pathétiques, assez d'état-major et de galons, debout le peuple à bras nus. On appelle au sacrifice ultime du peuple, parce que le peuple n'a pas, dans cette vision totalitaire de la Révolution, c'est une vision totalitaire. Le peuple, il n'y a pas à survivre dans l'après. Il n'y a pas à rester dans l'après. D'ailleurs, il faut détruire l'ancien monde avant de partir. On brûle les Tuileries, on va brûler les sièges du pouvoir, la bourse. Bon. Et le fait que la République ait réprimé ce système, cette flambée révolutionnaire, a prouvé, à mon avis, et qu'elle ait réussi à faire un consensus là où elle n'avait pas de majorité à la Chambre, a contribué à prouver à une partie importante de l'opinion publique que la République n'était pas synonyme de révolution et n'était pas synonyme de désordre. Parce que les deux expériences républicaines précédentes, étaient des expériences nées dans la Révolution qui avaient abouti à la répression des révolutionnaires et à chaque fois à la fin de la République immédiate. Alors j'ai une dernière question, j'aurais souhaité voir bien d'autres sujets, mais j'ai été étonné de voir dans votre ouvrage que vous retenez le 6 février 34, donc soit une journée de révolution, et pas une autre révolution qui se dit révolution, à savoir la révolution du maréchal Pétain. Pourquoi avoir choisi le 6 février 34 et pas la révolution nationale du maréchal Pétain, qui pour le coup sort des cadres classiques de la République et des institutions telles qu'elles étaient définies préalablement? Oui. Le 6 février 34, pourquoi? Parce que le 6 février 34, il y a une véritable remise en cause du pouvoir, incontestablement. On a voulu en faire ce qu'elle était en partie. La journée des Camelots du Roi, de l'Action française et de toute cette mouvance-là. Mais elle n'est pas que cela. La Ligue des contribuables est là, les anciens combattants sont là, et à l'époque, les anciens combattants, on sort de la guerre de 14-18, donc ça a à la fois une valeur quantitative, mais aussi une valeur morale très forte. Donc, tout ce peuple-là qui se masse, qui se retrouve, a un slogan, et c'est pas à bas la gueuse. Ce n'est pas un slogan anti-républicain, mais c'est nous ne voulons pas de cela, de ce parlementarisme, de cette corruption généralisée, de ce système des coalitions. Et d'ailleurs, donc, explosion de violence, tentative de solution et de réforme. C'est l'appel au gouvernement de Gaston Doumergue. C'est la tentative de réforme des institutions de la Troisième République qui va échouer en quelques mois. Mais toute cette tentative de réforme que l'on trouve dans le ministère Doumergue est portée notamment par un homme comme Tardieu. Elle va cristalliser beaucoup d'espoir
comme une réponse à cette journée révolutionnaire. Mais c'est l'échec de cette réforme-là qui amènera, au jour de la défaite, en 1940, une partie du personnel politique a pensé que la Troisième République, de toute façon, a vécu et a trouvé dans le programme, c'est un programme, c'était pas une révolution, de révolution nationale du maréchal Pétain, un début de commencement de réponse. Et d'ailleurs, beaucoup des hommes politiques, de gauche ou de droite, qui s'associent au ministère Doumergue, Gaston Doumergue n'est pas un factieux, Gaston Doumergue n'est pas un homme de l'Action française, c'est un protestant, franc-maçon, ancien président de la République, tout ce qu'il y a de plus Troisième République. Mais véritablement, c'est l'échec de tout ce système de réforme qui va amener toute une partie du personnel politique à considérer, et administratif, à considérer que la Troisième République est irréformable et que c'est dans l'idée d'une révolution nationale, peut-être, effectivement, que les choses sont à trouver. Jusqu'où ira-t-elle, on ne saura jamais, puisqu'en réalité, le mot de révolution nationale est d'abord un programme et ne se traduit par aucune évolution institutionnelle. Mais on voit qu'à travers la réforme, les aspirations à la réforme et au changement, à la moralisation aussi de la vie publique, certains thèmes étaient repris. La réforme Tardieu, d'ailleurs, sera repris non pas finalement par la révolution nationale, mais par un général, membre du dernier gouvernement, sous-secrétaire d'État du dernier gouvernement de la Troisième République, c'est-à-dire le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'a jamais nié que pour écrire la Cinquième République, il s'est largement inspiré aussi des réflexions politiques de Tardieu. Tardieu, nous inviterons Maxime Tandonnet dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci à vous. Gaël Nofri, je renvoie nos auditeurs donc à votre livre Une histoire des révolutions en France, paru aux éditions du Cerf. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, vous pouvez écouter les 2 émissions précédentes consacrées donc nos cours d'histoire à la révolution, aux révolutions françaises au pluriel. Peut-on faire une théorie des révolutions françaises? Qu'est-ce que la révolution? Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.